Alors, guérir sa blessure d'humiliation. Ah, attends, je ne vais pas prendre mes notes, c'est pas ça, c'est ça. Alors, j'ai tellement la mort, parce que j'ai tourné une vidéo de 30 minutes où c'était tellement complet, ça n'a pas été enregistré par mon logiciel. On va essayer d'être aussi perspicace que dans la première. Donc, je te partage juste mon envie de... Donc si t'es là, c'est pas parce que t'as envie de casser un ordinateur comme moi, mais c'est plus pour venir comprendre comment est-ce que cette blessure d'abandon drive certains de tes comportements et qui fait que ça te sabote dans tes projets ou dans tes relations. Donc, on va détailler ça tout le long. Donc, avant de commencer, si tu me vois regarder un peu sur la droite, toi ce sera sur la gauche, c'est parce que j'ai mes notes et ça me permet de garder le fil. Donc voilà. En réalité, comme toutes les blessures, l'abandon ne se guérit pas. La blessure ne se guérit pas. Bien au contraire, elle est utilisée pour être traversée. Ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte parce que sinon, on va faire tout un travail qui en réalité n'aura aucune fin et on sera fini par être pris de frustration, de culpabilité de ne jamais être assez ou de ne jamais travailler assez. Ce qui fait qu'on va vite se décourager et rentrer dans un cercle qui va continuer à répéter les mêmes choses. Donc en fait, la blessure, elle va jamais disparaître. Ce qui va changer, c'est que justement, elle va arrêter de tout diriger à ta place, de façon automatique. La blessure d'abandon, elle est cruelle dans sa logique. Ce que cette blessure veut par-dessus tout, c'est un amour stable. Quelqu'un qui reste vraiment, pas quelqu'un qui est de passage, etc. Et cette peur de perdre là, justement, elle est tellement forte et tellement ancrée qu'elle te fait faire exactement ce qui fait fuir les gens. Ou ce qui te fait faire exactement, en fait, ouais, que ce soit relationnel plutôt, ou d'un point de vue de projet, donc faire fuir les clients, etc. Tu vois, être trop sur eux, être trop présent pour eux, être vraiment aux petits oignons. C'est bien d'être aux petits oignons avec ses clients, mais il y a quand même aussi une limite à ne pas dépasser. Et souvent, cette blessure d'abandon-là va dépasser cette limite-là où elle va surdonner, elle va vraiment se faire passer en dernière. Ça, on va le détailler un peu plus après dans les comportements. Mais elle va surdélivrer, et ce qui fait que ça va étouffer d'une certaine manière les personnes. Parce que son besoin à cette blessure-là, c'est le besoin de se sentir aimé. Et dans ce besoin de se sentir aimé, donc c'est présent dans les projets, donc autant dans les relations. Donc elle va créer de très grandes connexions, mais parfois une personne peut dire merci, j'ai vraiment une très grande connexion avec toi, etc. Mais je vais pas prendre ton programme, ou je vais pas prendre ton offre, ou je vais pas prendre ton produit, parce que justement il y a ce côté beaucoup trop en mode on fait copain et finalement aller voir quelqu'un d'autre. Donc tout ça justement c'est des mécanismes d'auto-sabotage où on ne se rend pas forcément compte parce que c'est inconscient et ça vient aussi justement se créer dans les relations. Donc en gros, tu as ce côté où tu viens tester, tu viens pousser, ou tu t'accroches trop fort, ou même tu pars en premier pour ne pas subir, parce que si on prend l'exemple d'une personne, et ça j'en ai tellement par jour des personnes dans ce style-là, et j'en ai tellement traité aussi. T'as une personne justement qui veut se mettre, on va prendre le cas de relation, et puis on va voir après aussi d'un point de vue projet pour voir, même si une relation peut être en soi un projet. Tu vas créer une belle relation, une vie de famille, ça peut être un projet. Donc d'un point de vue relationnel, en fait, ce qui va se passer, c'est que la personne, elle va se sentir, elle va tellement sentir cette peur de perdre, lorsque ça commence à devenir sérieux, qu'elle va finir par se dire
ça commence à être sérieux. Donc j'ai deux solutions. C'est où j'arrête tout, ou sinon c'est lui qui va arrêter et moi je vais souffrir. Donc ça, en fonction de l'énergie masculine ou féminine dominante, si c'est une personne qui a une énergie masculine un peu plus dominante, c'est elle qui va fuir, qui va partir, pour éviter de... C'est elle plutôt qui va abandonner. Parce que la blessure d'abandon, elle fonctionne où j'abandonne, ou je me fais abandonner. Et donc, l'énergie masculine, c'est prendre des décisions. Et donc, la prise de décision en lien avec cette blessure-là, ça va être je ne veux pas subir l'abandon, donc c'est moi qui vais abandonner, parce que ça me permettra de me relever plus facilement de ce qu'elle croit. Alors qu'en réalité, c'est tout autre. Et donc, tout ça, elle va mettre tout un tas de choses dans son système en place, et elle va venir créer justement une agitation. Et cette agitation-là, c'est se réveiller un matin en mode « Ouh là là, là ça commence à être très sérieux, là ça commence à être vraiment ancré, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que je fais ?» Donc il va y avoir une peur qui va prendre le côté, parce que tu as cette agitation-là, donc ce côté où il va y avoir en fait de l'agitation, j'essaie de chercher un autre mot, mais non, c'est vraiment le mot précis, là où en fait il va y avoir de la stabilité. Parce que elle, dans son inconscient, elle se dit s'il y a de la stabilité, ça veut dire qu'à un moment donné, l'autre personne peut venir m'abandonner. Et là, en fait, ça commence à faire mal, parce que au plus tu vas entrer dans quelque chose de stable, au plus tu vas avoir de chances justement d'être agité. Si tu ne viens pas comprendre ce qui se passe. Parce que intérieurement, ça va venir mettre en lumière certaines peurs, dont la peur de la solitude, puisque c'est aussi ce dont cette personne a extrêmement peur, de se retrouver seule, par peur d'être abandonnée, tu vois. On fait vraiment le tour sur ça. Donc, on va créer de l'agitation là où justement il y avait de la stabilité de façon inconsciente, parce que cette stabilité-là paraît suspecte. Et elle va se dire, ça va forcément finir un jour. Autant que ça finisse maintenant. Autant que ce soit moi qui prenne la décision. Avant de me faire abandonner. Donc ça, c'est une des stratégies, donc le fait d'abandonner avant. Puis tu as l'autre stratégie aussi qui est de venir beaucoup trop étouffer l'autre. Donc ça, c'est plus lié au côté féminin dans la blessure. Donc tu as le côté masculin, donc c'est la personne qui parle, et le côté féminin, il va venir, oppresser d'une certaine manière l'autre. La personne va se faire... Après, c'est pas... tu peux te retrouver très bien dans le féminin et dans le masculin, parce que c'est pas quelque chose de fixe. En fait, ça varie en fonction des personnes, de l'environnement, ça varie en fonction de la situation, de l'événement. C'est pas, tiens, tu te lèves le matin, t'es comme ça et tu resteras comme ça. C'est qu'à un événement, tu peux être comme ça, mais juste après, peut-être 2 heures après, tu peux être comme ça. En fait, ça va vraiment s'interconnecter et changer en tout le temps, en fait. Merde, je disais quoi? Donc oui, ce fait de venir oppresser, donc ça va être une personne qui ne va pas se faire passer en premier, donc qui ne va pas se prioriser, mais qui va prioriser les autres. Bon, ça, c'est quelque chose, je pense, que tu sais déjà. Mais par ce manque de priorité, fait que va arriver un moment, c'est elle-même qu'elle abandonne. Donc la plus grande peur, que ce soit les autres qui l'abandonnent, en réalité, c'est ce qu'elle met en place avec elle-même. Cette peur d'abandon, cette peur de se faire abandonner. Mais de se faire abandonner, cette peur de s'abandonner elle-même surtout. Et donc du coup, après, tu as cette boucle qui vient, pouf, se fermer, et à ce moment-là, il y a un discours interne qui se dit, tu vois, il n'y a personne qui reste. Alors qu'en réalité, cette phrase-là a été construite par une peur. Et cette peur a construit des comportements, donc des comportements où on va douter, où on va se poser 1000 questions, on va se dire
mais est-ce que je veux vraiment ça? On va se lever un matin en se disant, ah mince, est-ce que c'est vraiment cette relation que je veux? Est-ce que c'est vraiment ce projet? Comment est-ce que... Ah mince. Donc vraiment dans ce côté-là. Et puis après, les comportements types, donc concrètement, comment est-ce que ça fonctionne? C'est que il y a ce besoin d'être souvent rassuré en relation. Souvent que la personne te dise « je t'aime euh, »,« tu es la seule qui compte à mes yeux », etc. etc. Donc, il y a le côté où oui, c'est normal lorsque tu es en couple parce que tu as les besoins du « je », tu as les besoins de l'autre et tu as les besoins du « nous ». Donc le but, c'est pas d'être full égoïste, mais c'est justement... parce que sinon, en fait, autant rester tout seul. C'est pas non plus de s'abandonner à l'autre, parce que sinon, en fait, tu t'oublies et la relation tourne plus qu'autour de l'autre, et du coup, ça devient malsain. Et du coup, de par ce côté malsain, fait que le nous, donc les besoins du nous, donc les deux personnes ensemble, créent une entité, et c'est l'entité du nous. Et cette entité du nous a des besoins, et ces besoins ont besoin aussi d'être nourris. Et lorsque on est en déséquilibre sur ses propres besoins ou sur les besoins de l'autre, et en fait, ça dysfonctionne. Et donc là, il y a 1000 questions qui se posent, il y a 1000 choses, etc. Donc, il y a ce côté où, oui, on a besoin d'être égoïste, mais pas que. Donc, ça, c'est quelque chose à prendre en compte parce qu'il y a la dimension interpersonnelle entre nous et l'autre. Et aussi la sphère qui entoure le je et le tu, donc qui englobe la globalité en fait de la relation. Donc il y a ce côté-là, et ça peut aussi se manifester dans... Alors avant de parler des projets, je vais continuer sur les relations. Ça va être aussi des personnes qui vont avoir du mal à être seules, parce que être seul, c'est compliqué. Donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont, vu que c'est facile, ils vont appeler une personne, vu qu'ils connectent beaucoup très facilement, ils vont appeler une personne, oui, tu veux pas qu'on aille boire un coup, ah si, tu veux pas qu'on aille faire ça, machin. Et en fait, cette solitude va jamais être exploitée, ce qui fait que on va rester dans une forme de surface, on va jamais entrer en profondeur, on va jamais oser se voir, et ce qui fait que tout ce qu'on va mettre en place, ça va être dans le besoin de combler quelque chose qui va à l'extérieur de ce qu'on aimerait en fait. Tac, je remets la caméra. Parce que, d'une certaine manière, cet enfant en nous n'a pas eu cette substance-là à un moment donné. Et les seules fois où il va y avoir une forme de solitude, ça va être une solitude un peu imposée. Donc en gros, c'est « ah, j'ai pas le choix, en fait, il y a personne qui peut sortir, mince, je suis toute seule, je suis tout seul, qu'est-ce que je vais faire ?» En gros, ça va jamais être un moment qui va être choisi. Attends, je vais fermer parce qu'il y a du bruit. Voilà. Tac. Donc là, c'est bon. Je remets le micro. Donc le but, c'est justement à ce moment-là, simplement 5-10 minutes sans bruit. Et il y a un truc qui vient s'agiter. Ah, il faut que je fasse quelque chose parce que je peux pas rester comme ça. Je peux pas rester en mode ennui. C'est impossible. Et ça, je le vois tellement de fois que simplement venir prendre un moment où on ferme les yeux 5 minutes, ça permet de remettre l'énergie à l'intérieur au lieu de toujours la mettre à l'extérieur. C'est pour ça que beaucoup, ils sont en manque d'énergie parce que, en fait, le peu d'énergie qu'ils ont, ils vont le donner aux autres. Donc, ce qui fait que naturellement, si ils le donnent directement aux autres, ils vont pas le donner à eux-mêmes. C'est comme si tu te lèves le matin, tu as 10% de batterie dans ton téléphone et tout le monde te demande d'appeler une autre personne. Ah tiens, tu peux me prêter ton téléphone, j'ai besoin d'appeler Jérémy, j'ai besoin d'appeler Jean-Jacques, j'ai besoin d'appeler
Marilyn Monroe, etc. Tu vois. Et bah, ils te le rendent, et puis il te reste 2, voire 1%. Et toi, les coups de fil que tu devais passer, qui étaient importants pour toi, tu les as jamais passés. Ou alors tu les passes et poum, ça s'éteint en plein milieu. Et ben c'est précisément ce qui se passe à cet endroit où lorsqu'on donne son énergie. Si on est, enfin si tu es ou si on est souvent fatigué, c'est lié à ça. Parce qu'il y a une énergie, il y a une fuite d'énergie. Donc c'est de venir retrouver le problème sur cette fuite-là et venir venir la réparer. Et souvent, en 100% des cas, ça va être le fait que tu ne te priorises pas assez. Donc ça, on a vu un peu dans tout ce qui est relationnel. Donc on va venir s'auto-saboter dans les relations parce que on va voir qu'il y a une forme où ça commence à être sérieux et on commence à voir quelque chose, on commence à ressentir, et par peur de souffrir, on préfère être sûr, etc., on va plus s'éloigner soi-même, et c'est ce qui fait qu'on va répéter la boucle des relations. Et maintenant, niveau projet, c'est exactement pareil, dans ce côté un peu paradoxal, mais complètement logique. Si je monte quelque chose et que ça marche, je peux aussi le perdre. Donc, autant ne pas aller plus loin. Autant ne pas continuer à développer cette chose-là. Parce que si j'accompagne des personnes, si ça prend de l'ampleur, donc oui, il va y avoir des connexions, mais à tout moment, ça peut partir. Donc, au lieu de ressentir cette chose-là, je préfère m'auto-saboter, je préfère ne pas aller jusqu'au bout de l'action, et je préfère me retirer avant de souffrir vraiment. Parce que si ça commence à vraiment prendre, et je parle autant pour les relations que pour le projet, et que d'une certaine manière, je ne vais pas au bout, ou plutôt je vais au bout, et ce sont des personnes qui peuvent me faire du mal. Et dans ma protection, je préfère moi mettre du recul, moi me dire ah non, ça va pas le faire, parce que y a plein de trucs là qui ne fonctionnent pas, il y a plein de trucs qui ne vont pas, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et en fait, ça va être une histoire qu'on va se raconter qui fait que de cette histoire-là va naturellement découler en réalité une peur. Et cette peur-là, c'est la peur de vraiment s'engager. De vraiment s'engager envers soi-même. Pas envers l'autre, pas envers un projet, mais surtout envers soi-même. Et la peur de l'abandon, c'est pas la peur que l'autre nous abandonne, c'est la peur qu'on s'abandonne nous-mêmes en cours de route. Quand on comprend ça, on n'a plus peur de mettre en place, parce que si on sait qu'on ne va pas s'abandonner, pourquoi on aurait peur que l'autre nous abandonne? Aucune raison. Parce que nous, on sera là pour nous. Mais ça, justement, ça demande d'être plus égoïste. Parce que sur un stylo, par exemple, donc on va imaginer que c'est une balance, tu as ce côté où tu es très serviable, donc attends, c'est le contraire d'égoïste. Altruiste, voilà, très altruiste. Merci, je t'ai entendu le penser. Et tu as ce côté-là qui est très égoïste. Mais en fait, dans la blessure d'abandon, il va tellement y avoir d'altruisme parce que on ne veut pas se faire abandonner. Donc ça peut être une bonne chose, mais il y a des limites. Et en fait, on va être en complet déséquilibre. Parce que le but, c'est pas d'être ou d'un côté ou de l'autre, c'est de revenir un peu au centre. Donc tu seras jamais au centre, parce que si tu es au centre, tu es immobile, et il n'y a rien qui est immobile dans la vie. Les arbres qui sont immobiles, ce sont des arbres morts. Si tu as un membre qui est immobile, c'est qu'il est mort. Si tu as une personne qui est immobile, tu as compris. En réalité, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir un intervalle. Donc là, l'intervalle, aujourd'hui, il se fait que sur l'altruisme. Donc en fait, ton but, c'est d'être un peu plus égoïste. Mais derrière ce mot égoïste, c'est justement plus se prioriser. Tout le monde se priorise. Tout le monde
fait des choses pour lui. Qu'est-ce qui fait que on ne ferait pas des choses pour nous-mêmes? Tout le monde, on n'a rien à foutre de nos problèmes. Sauf lorsqu'on les exprime sur des personnes qui sont assez proches de nous. Mais en réalité, tout le monde s'en fout. Tout le monde a sa propre vie qui continue, etc. Et garder ça en tête fait que tu vas naturellement remonter et tu vas retrouver un intervalle plus court. Parce que le but, c'est pas d'osciller entre ces deux intervalles. Parce que tu vas toujours être pou. Parce que là, t'es trop altruiste, on t'abandonne, tu dis ouais, c'est bon, il essaie de se faire foutre, boum, hop. Ah non. Le problème, c'est que ça fonctionne pas parce que, en fait, tu vas toujours naviguer entre les deux. Et le but, en fait, c'est de venir réduire l'intervalle entre les deux pour qu'il y ait toujours un lien où tu es altruiste et un moment, ah non, là, je sens que c'est pour moi. En fait, tu vas toujours avoir un mini mouvement comme ça qui va osciller entre l'altruisme et l'égoïsme. Sauf que ce sera pas l'extrême. Ce sera jamais l'extrême. Et ça, c'est important. Et cet égoïsme-là, tu dois venir, donc c'est dans le fait de venir se prioriser. Alors, juste avant de partir sur ça, est-ce que j'avais fini sur les comportements? Donc, en gros, lorsque tu restes justement dans des situations qui te font du mal, des relations, des jobs, des projets, ou lorsque tu entreprends certaines choses ou dynamiques, c'est parce que cette solitude de partir, cette solitude de te faire abandonner, fait encore plus peur que la souffrance de rester. Donc maintenant, ce qui guérit vraiment, c'est pas de trouver quelqu'un qui reste. C'est pas de trouver un projet qui va rester sur le long terme. C'est d'apprendre à être là pour toi. Donc derrière cette phrase qu'on entend dans tous les sens, ce que ça veut vraiment dire, parce que je sais que ça peut sonner creux, et j'ai horreur de la culture du vide, parce que j'ai ce besoin-là, ça vient du rejet. Écoute, on fait avec ce qu'on a. Dans ce côté, moi je parle pas de la posture du développement personnel ou spirituel, je parle d'un vrai travail concret que tu mets en place quotidiennement. Lorsque tu sens que la panique monte, mince, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'envoie ce message? Est-ce que je dis c'est bon, c'est fini là, je veux plus? Est-ce que je prends du recul? Est-ce que j'arrête complètement ce projet et je dis à tout le monde c'est bon, c'est fini? Avant de vérifier, avant de tester aussi, parce que ça c'est une très grande chose de l'abandon qui va toujours tester. Ah, elle va tester sa réaction, sa façon de répondre, comment est-ce qu'elle se comporte, comment est-ce que le projet, elle va tester tout le temps dans le test pour voir justement si ça colle ou pas. En réalité, c'est pas que dans l'abandon, c'est dans toutes les blessures qu'il va y avoir des tests. Mais justement, avant d'envoyer tout ça, avant de faire tout ça, on prend un moment, ok, j'ai écrit un message à mon associé, à une personne avec qui je suis en relation, avec peu importe. Je prends le téléphone et je le pose. De quoi est-ce que j'ai besoin là? C'est la question que tu as besoin de te poser pour éviter de venir t'auto-saboter à ce niveau-là. Qu'est-ce que ce que je viens d'écrire, de faire ou réagir, dit sur moi? Ah, en fait, ça dit que en réalité, j'ai peur en fait. Ok, là on ouvre quelque chose. En réalité, j'ai peur. J'ai peur de tout foirer. J'ai peur que du jour au lendemain, la personne parte. J'ai peur que mon associé me lâche comme ça sans savoir pourquoi. Ok. Là, on y est.
Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus authentique. Tu peux mentir aux autres sur « Ah, si, il y a ça », mais toi, face à toi-même. Il n'y a personne qui doit être plus honnête avec toi que toi-même. Parce que tu vis dans ton corps. Tu vis avec toi-même. Tu peux mentir aux autres, on s'en fout des autres. Mais envers toi-même, c'est important d'avoir cette honnêteté à 200%. Même 100%, c'est pas assez envers soi-même. C'est le minimum de 100%. Et est-ce que je peux m'apporter ce besoin à moi-même? J'ai besoin de sécurité, j'ai besoin de stabilité. Mais quand je sens qu'il y a de la stabilité, je commence à m'agiter parce que ça me fait peur. Parce que je me demande, est-ce que ça va vraiment marcher? Et surtout, est-ce que je vais vraiment être aimé? Mais avant tout, d'être aimé, c'est surtout de s'aimer soi-même. Et oui, ça veut tout et rien dire. Mais tu t'aimes toi-même en te priorisant. En réalité, qu'est-ce que ça veut dire? On va prendre une petite parenthèse parce que comme ça, on met les choses à plat. L'amour, c'est quoi? C'est donner de l'attention et du temps. Au plus tu donnes de l'attention et du temps à quelqu'un, au plus c'est de l'amour. Parce que rien n'est plus cher que le temps, c'est quelque chose qui ne revient pas. Rien n'est plus important que l'attention et l'intention. C'est autre chose, mais l'attention. Parce qu'au plus tu vas donner de l'attention, au plus en fait tu vas donner du temps. Donc en réalité, on peut réduire l'amour au temps donné à quelqu'un. S'aimer soi-même, prendre du temps pour soi, ce qu'on entend de partout, se donner de l'amour, c'est en réalité se donner du temps. Se donner du temps non pas pour fuir, c'est pas être seul et entrer dans une solitude où tu prends ton téléphone et tu te mets sur le canapé et tu scrolles sur Insta ou TikTok. C'est pas d'être au téléphone. Ah, allô, salut, ouais, ça fait longtemps, etc. Qu'est-ce que tu viens, machin. C'est pas non plus de regarder la télé ou une série. Être dans la solitude avec soi-même, c'est ou même lire un livre, hein, c'est pas du tout ça, parce que tu es pas dans la solitude, là tu es dans le fait de combler un vide. Donc oui, ce sont peut-être des choses que tu as envie, mais qu'est-ce qui fait que tu as envie? Qu'est-ce que tu ne veux pas voir à ce moment-là? Ça, ce sont des vraies questions à se poser. Donc, dans ce questionnement-là, c'est ensuite de venir sur, ok, maintenant que j'ai ça, je suis seul, comment est-ce que je peux faire pour m'apporter du temps? Ça peut être des moments de pleine conscience, donc qui sont souvent les plus durs, mais ces moments de pleine conscience-là, et si tu es une personne qui aime le challenge, qui aime les défis, je te défie justement de mettre ça en place. Et bien sûr, je sais à qui je parle quand je dis ça, parce que toutes les personnes qui sont dans l'abandon ont un petit esprit, même un gros esprit bien présent, toutes celles que j'ai eues en fait, où ils aiment les défis, parce qu'ils ont une énergie masculine très forte. Mais bon, ça c'est dû à un masque qu'elles se mettent, mais ça on va pas rentrer dans les détails là-dessus. Mais elles aiment beaucoup le défi. Donc justement, quand je te dis ça, c'est pour t'inciter, d'une certaine manière, à prendre un moment, tu mets 5 minutes, juste en pleine conscience comme ça, et tu observes ce qu'il y a. Tu peux même faire des pratiques de respiration. Dans la communauté Shadowwork qui est offerte, tu as des respirations normalement. Donc tu pourras rejoindre en dessous. Donc il y a ce côté-là, et ensuite, tu peux aussi faire des choses créatives. Souvent, tu vas avoir l'art-thérapie qui s'est démocratisée. En réalité, ce qu'il faut comprendre avec l'art-thérapie, c'est que ça vient t'inciter à être au moment présent. Donc ça va venir, c'est comme lorsque tu es dans le même état que quand tu fais une respiration, par exemple. Parce que tu es précisément là, maintenant. Donc, c'est pour ça que l'art-thérapie, le fait de créer ou de faire des choses comme ça, va venir aussi soutenir ce processus-là. Mais ça peut aussi être une forme de fuite.
Donc c'est toujours en fait un entre-deux. Mais le côté où tu ne seras pas dans la fuite, c'est là où tu restes avec toi, en pleine conscience. Rien ne t'empêche de faire 5 minutes et puis après tu dis ah ben hop tac, je pars faire de l'art-thérapie, je vais dessiner, je vais créer, je vais faire des trucs, tu vois, des bougies, j'en sais rien. Et à partir de là, justement, tu vas revenir et tu vas, entre guillemets, faire face, ou plutôt te regarder en face. Donc, c'est ça ce que ça veut dire apprendre à être là pour soi-même, apprendre à s'aimer. S'aimer, c'est donner du temps, c'est se donner du temps. Tac, tac, tac. Après, une autre pratique concrète, c'est un peu comme je te le disais juste avant, apprendre à traverser les petites solitudes sans les fuir. Donc 5 minutes sans téléphone, important. Téléphone, tu le prends, tu le poses, tu le mets loin. Le but, c'est d'être distrait le moins possible de soi-même. Parce que les distractions sont de partout dans notre environnement. Tout va nous distraire. Et justement, si on veut vraiment entrer dans quelque chose de profond avec soi-même, on veut entre guillemets guérir profondément, on veut se sentir beaucoup mieux et éviter de s'auto-saboter pour pouvoir construire des projets, et ben c'est justement d'être suffisamment ancré avec soi-même. Parce qu'un arbre, s'il n'est pas ancré, premier coup de vent, ça part. Il faut qu'il ait des racines suffisamment profondes pour qu'il puisse tenir encore et encore et encore sur toutes les années, avec toutes les tempêtes qu'il peut se prendre. Et ce côté où aujourd'hui, si tu sens que parfois tu te sens vraiment en manque d'air quand il y a une situation, c'est parce qu'il y a un manque d'ancrage. Et ce manque d'ancrage est dû à un manque de temps pour soi. Au plus tu vas prendre du temps pour toi, au plus tu vas faire pousser tes racines dans le sol, métaphoriquement parlant. Et énergétiquement parlant, d'une certaine manière. Parce que, au fond, dans tout ça, c'est est-ce que tu peux exister sans avoir besoin que quelqu'un reste pour confirmer ton existence. Est-ce que si demain il n'y a plus d'humains sur Terre, on a tous vu une vidéo d'un gars comme ça sur les réseaux là, il est en 2050, il est tout seul dans le monde. Est-ce que si demain tu te retrouves à sa place, tu peux exister en dehors d'aider, de rendre service, de tout ça. Donc c'est de venir apprendre à dire non, d'une certaine manière. Mais avant de dire non, c'est surtout se dire oui. Se dire oui à soi-même. Oui, ce soir je rentre, je vais me prendre 10 minutes. Ah, mais il y a les enfants qui courent dans tous les sens, il y a mon mari qui vient et qui me dit, ah, tu veux... Non. Là, 10 minutes. Pendant 10 minutes, tiens, je te mets un dessin animé. Tu fais ta vie. Moi, pendant 10 minutes, j'ai besoin d'être là pour moi. Je te demande juste ça. Après, je suis là. Mais pendant ces 10 minutes-là, je veux pas être dérangé. Et là, tu commences à entrer dans l'inverse de ce que tu as eu l'habitude jusqu'à présent. Parce que sinon, là, t'aurais pris sur toi. Ok, c'est bon, allez, on y va, boum, tac. Ok, qu'est-ce qu'il te faut, tac, 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 voilà. On prend pas sur soi. Prendre sur soi, c'est pas cool. Je voulais t'inviter à une réflexion avant de partir. Donc, te poser une question. Dans ta vie, en ce moment précis-là, est-ce qu'il y a une situation, un projet, une relation sur laquelle tu tiens vraiment très fort? Ou tu as plus peur de perdre que de construire? Simplement regarder ça sans jugement.
Et je t'inviterai même à l'exprimer à la personne, ton associé, quoi qu'est-ce. Donc on a vu qu'il y avait beaucoup de stratégies, notamment la stratégie de fuite où je préfère abandonner plutôt que me faire abandonner, de prendre du temps pour soi, de prendre du temps. On vient justement ouvrir avec soi ce côté-là. Ce que je te propose maintenant, c'est justement d'utiliser ce momentum-là et de prendre une trentaine de minutes pour toi où on va ensemble comprendre comment est-ce que ça t'auto-sabote, tous ces comportements-là. Donc de venir prendre ensemble un rendez-vous, donc tu pourras réserver ce moment juste en dessous, c'est complètement offert. C'est vraiment pour faire le point par rapport à toi, par rapport à ce que tu vis, et comment est-ce que tu peux mettre quelque chose de précis par rapport à toi-même. Un plan d'action qui est vraiment précis, parce que on a tous des particularités. Là, ce que je te donne, c'est quelque chose de général, mais chez une personne, ça peut se développer d'une façon différente. Donc le but, c'est justement de venir ici comprendre pour toi comment est-ce que ça se représente. Donc, à la fin, il est possible que je te propose un accompagnement si jamais je peux t'aider. Mais si jamais tu décides de ne pas rejoindre cet accompagnement-là, au moins tu auras pris ce temps-là pour toi, pour mettre en lumière certaines choses. Et on aura mis un plan d'action en place et tu repartiras avec beaucoup plus de clarté. Ça, c'est une certitude. Toutes les personnes que j'ai eues sont reparties à 100 voire 200% avec plus de clarté. Même si elles n'ont pas rejoint l'accompagnement derrière. Donc, tu peux prendre rendez-vous. C'est vraiment un moment ensemble. À la fin, je te propose, tu décides de rentrer ou non. Tu auras le libre choix. Et puis, si tu as des questions ou autres, en tout cas, n'hésite pas à me les envoyer. Mais prends bien ça en compte de qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je ne passe pas à l'action. Non pas spécialement à prendre rendez-vous, mais sur d'autres choses. Ou même, qu'est-ce qui fait que je passe à l'action. De venir apporter ce questionnement-là.